Cameroun, quelles seraient les conséquences d'une déstabilisation totale provoquée directement ou indirectement par les puissances étrangères? Tout d'abord, le Cameroun, c'est un domino géopolitique, un verrou stratégique au cœur même de l'Afrique centrale, à la jonction du Sahel, du Golfe de Guinée et du bassin du Congo. Sa chute entraînerait une onde de choc régional transformant l'ensemble du centre du continent en un champ de ruines politiques, économiques et humanitaires. Une déstabilisation majeure du Cameroun provoquerait un effondrement en chaîne. Il y aurait des millions de déplacés internes fuyant les combats, la misère et la faim. Dans l'extrême nord, plus de la moitié de la population serait confrontée à une famine massive aggravée par la désorganisation totale des circuits humanitaires. Les tensions ethniques et communautaires s'enflammeraient, débouchant sur des massacres à grande échelle. Près de 70% des Camerounais basculeraient dans l'insécurité alimentaire, accélérant la dislocation du tissu social et la fragilisation des États voisins. Le Cameroun est un pivot géopolitique. Sa chute créerait un vide sécuritaire béant. La frontière Cameroun-RCA-Tchad deviendrait ce que je pourrais appeler un triangle de la mort, une zone de non-droit livrée aux rebelles, trafiquants et mercenaires. La RCA, déjà sous perfusion, s'effondrerait définitivement sous la pression des groupes armés rivaux soutenus par diverses puissances. Le Tchad, quant à lui, verrait son flanc sud submergé par des flux de réfugiés et une insécurité grandissante. Dans l'ouest, plus de 500 000 Camerounais chercheraient refuge au Nigeria, aggravant les tensions latentes entre les mouvements séparatistes du Biafra et ceux de l'Ambazonie. Cette instabilité s'étendrait jusqu'au golfe de Guinée, relançant la piraterie maritime et faisant bondir même les prix du pétrole avec des répercussions économiques globales. L'extrême nord deviendrait un foyer du chaos, un sanctuaire pour Boko Haram et l'ISWAP, menaçant non seulement le Cameroun, mais aussi le Nigeria, le Tchad, la RCA et j'en passe. Une explosion de violence à Garoua ou à Maroua aurait des effets dominos sur le nord-est nigérian déjà fragilisé. Les pays enclavés comme le Tchad, mais surtout la RCA, dépendant à près de 80% du port de Douala, seraient asphyxiés. Une telle rupture de commerce frapperait de plein fouet la CEMAC, dont le Cameroun constitue le pivot économique et dont l'ombre. Des puissances étrangères n'hésiteraient pas à financer certaines factions à la fois pour contrôler les ressources du pays et pour redessiner la carte politique du Cameroun, bien sûr selon leurs intérêts. Et une telle déstabilisation conduirait à une fragmentation progressive, c'est-à-dire certaines régions ou groupes ethniques, se sentant peut-être abandonnés, revendiqueraient leur autonomie. À terme, le Cameroun risquerait une partition de facto. L'extrême nord, l'ouest et les zones anglophones pourraient fonctionner comme des entités quasi indépendantes, tandis que le pouvoir central à Yaoundé s'enliserait dans des luttes internes pour sa survie. Paul Biya, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 53,66%. On l'avait dit ici, les plus lucides l'ont dit, tout était déjà joué ou écrit dès le 5 août, et même bien avant. Vous nous avez insulté, traité de cynique en parlant de vérité des urnes. Lesquelles? Mais il fallait être naïf pour croire qu'un système vieux depuis de 40 ans, installé dans toutes les régions du pays, ayant un accès à tous les bureaux de vote, allait s'effondrer par la magie des urnes. Personne n'organise une élection pour la perdre. Et personne ne fixe les règles d'un jeu pour se faire dribbler par un autre joueur qui, lui-même, a validé les règles du jeu depuis 25 ans. Vous avez préféré croire à un scénario où ces candidats sortiraient victorieux des urnes, portés par un peuple en colère et des urnes miraculeuses. C'était votre choix. Nous, on a préféré rester lucide, froid, réaliste et s'abstenir. Maintenant, le rideau est tombé. La vraie question, ce n'est plus de savoir qui a gagné. Mais jusqu'où ira la fin de ce film que l'opposition projette en grand écran pour endormir le peuple? Parce qu'à force de jouer des victimes, ils deviennent même les acteurs principaux d'une pièce écrite d'avance. Pendant que vous applaudissez leur discours, eux peut-être négocient déjà les rôles pour la prochaine saison. Et au bout du compte, ce ne sont ni les urnes, ni la vérité qui tranchent, mais le scénario qu'ils ont décidé de vous faire croire. Mali, États-Unis. Le respect s'impose, mais il faut reconnaître que le Mali occupe une place stratégique majeure pour Washington. Situé au cœur du Sahel et partageant ses frontières avec 7 pays, le Mali constitue un pivot géographique essentiel. Contrôler ou influencer Bamako offre aux États-Unis un levier sur toute la région, notamment pour contrer l'axe russo-chinois et maintenir une pression sur des voisins comme le Niger. Depuis les années 1990-2000,
Washington considère le Mali comme un point d'appui pour des opérations de renseignement, de surveillance par drone et de projection vers le Niger, le Tchad ou la Libye post-Kadhafi. Pour le Pentagone, c'est un centre de contrôle aérien, satellitaire et logistique permettant une intervention. Les récentes restrictions de visa imposées par les États-Unis relevaient surtout d'une pression politique, c'est tout. Mais Washington ne peut pas se permettre de rompre totalement ou brutalement avec Bamako par ricochet l'AES. Après avoir perdu du terrain au Niger avec la base d'Agadez et au Burkina, Washington cherche à éviter que le Mali ne bascule complètement dans le camp russe. Le Mali est riche en or et est situé sur des zones géologiques prometteuses pour l'uranium, le lithium et d'autres minerais stratégiques dont les États-Unis ont besoin pour la transition énergétique et la défense. Le contrôle même indirect de ces ressources et routes minières leur permettrait de freiner l'expansion chinoise et russe dans le Sahel. Ils peuvent critiquer le général Assimi Goïta, mais le Mali demeure pour les États-Unis un poste d'observation géostratégique, un verrou sécuritaire du Sahel et un champ de compétition mondiale pour l'influence et les ressources. On ne se retire pas du Mali ou de l'AES sur un simple coup de tête quand on prétend vouloir contenir la Chine et la Russie au Sahel ou même en Afrique. Ce n'est pas possible ni envisageable. La Russie a procédé au test du missile de croisière nucléaire Burevestnik, un missile monstre à portée illimitée. En d'autres termes, il peut frapper n'importe quelle cible sur la planète tout en échappant aux systèmes d'interception les plus avancés, y compris ceux de l'OTAN. C'est une prouesse technologique. Moscou possède aujourd'hui plus de vecteurs nucléaires que l'ensemble de l'Occident réuni et serait capable de lancer plusieurs milliers d'ogives en une seule salve si sa survie était menacée. Le niveau de modernisation des forces nucléaires russes atteint désormais un sommet historique surpassant celui de toutes les autres puissances au monde. Poutine a d'ailleurs ordonné la préparation des infrastructures nécessaires au déploiement opérationnel du Burevestnik au sein de l'armée russe. Pendant ce temps, les propagandistes occidentaux aiment rappeler que l'OTAN, qui regroupe 32 nations, pourrait battre la Russie, un seul pays. Mais ils semblent oublier qu'au même titre qu'ils sont 32 et forment un groupe, la Russie dispose aussi d'un réseau d'alliés et de partenaires stratégiques principalement au sein de l'Organisation du traité de sécurité collective, de l'Organisation de coopération de Shanghai et de liens bilatéraux renforcés avec des acteurs comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Ces soutiens pourraient inclure un appui logistique, économique, technologique ou même militaire. Pourtant, on nous répète sans cesse qu'en cas de guerre, c'est l'OTAN, 32 pays et la Russie, un seul État qui s'affronteront. Certains vont même jusqu'à comparer l'économie des 27 pays de l'Union européenne à celle d'un seul pays, la Russie. Honnêtement, je ne sais pas comment ils font ça, mais ils le font quand même. Côte d'Ivoire, l'opposition a réussi à boycotter massivement l'élection présidentielle aujourd'hui et dans de nombreux bureaux de vote, l'affluence était quasi nulle. Certains étaient complètement vides, d'autres saccagés et dans plusieurs régions, le scrutin n'a même pas eu lieu. Le taux de participation enregistré est historiquement bas. C'est le plus bas depuis 2010 et dans la majorité des bureaux, les votes n'ont tout simplement pas pu se dérouler normalement. À Abidjan, selon la presse française, pourtant largement favorable au président Ouattara pendant toute la campagne, à peine 25% des électeurs se sont déplacés. À Kounaïri, ce chiffre tombe à moins de 16%. Dans le sud et l'ouest du pays, la situation est encore pire. Dans beaucoup de bureaux, moins d'un quart des électeurs ont voté et certains bureaux ont même dû fermer prématurément faute de monde. Sous plus de 8 millions d'électeurs inscrits, peut-être à peine 900 000 ont effectivement voté. Dans certains secteurs, les bureaux n'ont même pas pu ouvrir à cause des manifestations, excluant ainsi des millions d'électeurs potentiels. Si l'on regarde le chiffre des cartes d'électeurs retirées, peut-être 8% l'ont fait, ce qui illustre le désintérêt et le rejet du scrutin par la population. Il y a eu des manifestations et des blessés. Le Conseil constitutionnel proclamera probablement les résultats largement favorables au président Ouattara au-delà de 90%, c'est clair, on le sait. Mais ces chiffres n'ont aucune légitimité réelle. Plus de la moitié de la population a clairement exprimé son rejet en boycottant massivement l'élection. Et cela en dit long. Si Laurent Gbagbo, Cham et d'autres candidats étaient bien dans la course, Ouattara aurait perdu cette élection. Mais bon, je n'ai jamais cru aux élections en Afrique francophone, parce que je le dis tout le temps, c'est une mascarade.